Il s'en lave les mains. T'as l'écume là qui s'accumule sur les mains, poignets et avant-bras. Ça frotte, il frotte, et puis ça dégage, tout dégage. L'écume des choses, l'écume de la classe, l'écume de la marchandise, nous. Encore qu'il faut le préciser, le nous, qui il, qui tue, qui tuera qui. Partout et tout le temps, ça s'adapte. Résilience, variable d'ajustement à la circulation permanente de la marchandise. Faut que ça tourne, que ça continue de tourner. Organisation de la vie dans et par la marchandise. Biomarchandise, biopolitique de la marchandise. Ceux et celles qui se tuent dehors, dans les entrepôts, pour les livraisons, derrière les caisses. Ceux et celles qu'on surveille et puis qu'on tue dans les cités. Et puis le reste, ça avale son spectacle, la grande louche. Infiltration du capitalisme à haute dose, sans masque, sans protection. Reprendre avec les poètes ouvriers, les écrivaines ouvrières, on la voit. On la ressent la nécessité de les entendre, celles et ceux du 19e, ceux et celles qui aujourd'hui n'ont d'autre choix que d'y aller au charbon. Quand là, les journaux pullulent, que chacune se met en scène sa vie, romantisme. On y est encore dans le romantisme de l'isolement, comprenez ces foutaises. On est libre quand on lit, on est libre quand on crée. Et puis, il y a celles et ceux qui en ont pas les moyens, pas le temps. Et quoi ? Qu'ils crèvent, qu'elles crèvent. On s'en lave les mains, et on clappe avec. Et clapping, comme au foot spectacle. Alors que ceux qui crèvent là, ils sont moins payés que les autres qui sont au chômage technique. Payés moins que ceux et celles qui simulent leur existence dans le spectacle des fictions de Pitot. Revenir à ce 19e siècle, en prolongeant le propos, comment ils étaient reçus. Elles étaient reçues, lues, ces poètes ouvrières, ces écrivains ouvriers, par les écrivains et écrivaines aujourd'hui considérés comme canoniques. Les Gautier, les Flaubert, les Hugo, les Sand. Invisibilisés dans leur travail de subsistance, celui de la reproduction de leur existence, comme invisibilisés dans leurs écritures. On pourrait, comme ça, de prime abord, distinguer deux types de réception, deux manières dont ils ont été lus. On commence avec Sand, avec George Sand. Elle, appartenant à la classe dominante, la bourgeoisie teintée de noblesse, elle se rapproche d'un certain Gillan, Jérôme Gillan, serrurier et auteur des Contes ouvriers, un livre publié en 1949 qu'elle va préfacer. Et la préface de Sand, elle est tout à fait fascinante pour plusieurs raisons. D'abord, la manière dont elle va nous décrire ce Jérôme Gillan. Pas de visage. Effacement de son visage. Et puis Gillan, de par sa condition ouvrière, comprenez, il parle simplement. Dans un langage correct, tout de même. Il respecte les codes. Et puis, il parle avec son cœur, juste avec le cœur. Il lui raconte les malheurs qu'elle dit. Le malheur des ouvriers et des prolétaires. Et là, elle glisse, comme ça, l'air de rien, cette phrase, l'égarement de ceux que l'indignation transporte. Dans les codes de Sand, comprenez, celles et ceux qui se révoltent sont transportés, ils ne sont plus eux-mêmes, plus des hommes. Ensuite, elle distingue le désespoir calme. À retenir cet adjectif, calme, il a son importance, on va le voir. Donc, le désespoir calme de ceux que le malheur abrutit, c'est déjà mieux pour la classe bourgeoise. Ils sont peut-être abrutis, mais ça va, ils sont calmes. Classe bourgeoise, ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont les mérites surhumains de ceux qui sont restés purs et résignés dans cet enfer. Purs et résignés. Comprenez Gillan, cette attitude, cette manière, quand Sand nous le décrit quelques lignes plus haut. La Sand, elle n'a pas tout sorti. Le meilleur est à venir. Elle va écrire « Le peuple jusqu'à présent n'a pas senti son malheur. » Ou il ne l'a pas senti à propos, et comme il convient. À présent, le peuple va prendre une voix pour se plaindre avec chaleur, pour réclamer avec modestie, pour se venger en pardonnant. Il faudrait faire un point de contexte ici. Nous sommes en 1949, au lendemain des révoltes de 48, de juin 48. Donc la classe bourgeoise a peur, et Sand a peur, George Sand a peur, donc voilà. Réclamez, mais réclamez gentiment, pardonnez. Ne vous vengez pas. On le voit, on la voit, la domestication, les mots d'ordre.
C'est ça le bon peuple pour la classe bourgeoise au 19e, au 20e, comme aujourd'hui. Le récent gribouillage de Sylvain Tesson au sujet des Gilets jaunes, ça le montre bien, mais encore plus cette émission. La Grande Librairie, le cirque littéraire de la Grande Librairie, quand, il y a un peu plus d'un an, il recevait un ouvrier, ou plutôt un écrivain ayant expérimenté la condition d'ouvrier, d'employé. On parle littérature ouvrière dans l'émission réactionnaire pour changer, on parle ouvrier pour ne rien changer. Et comme pour Sand, on a un accès direct à la manière dont la classe bourgeoise représente, et donc se représente l'ouvrier. Le bon dos d'abord, comme pour Sand. On y parle d'enfer, l'enfer de la chaîne ici. Et puis Bunel avec sa manière, ses manières aseptisées, éculées. Celle de la grande restauration littéraire, spectacle télévisuel de la marchandise livre, du livre marchandise, Bunel qui s'étonne. Comment ce quadra diplômé s'est retrouvé à l'usine? Vous faisiez en banlieue parisienne. Pas de travail dans le travail social. Ouais. Et donc, comme il fallait un peu gagner sa croûte quand même, il a fallu se résoudre à aller pousser la porte des agences d'intérim. Et puis, je me suis pris l'usine comme une baffe dans la gueule, parce que moi, à la base, je suis de tradition un petit peu intellectuelle. C'est ça qui est étonnant, hein, Joseph Pontus, c'est que vous racontez que vous êtes un intellectuel dont la société n'a pas en réalité voulu. Mais comme il y en a beaucoup à l'usine, Il y en a beaucoup Ouais, il y en a beaucoup. qui sortent comme vous d'une prépa de lettres, Qui Hippocampe. ne trouvent pas de boulot et qui sont obligés d'aller bosser à l'usine pour faire vivre leur foyer. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Alors, je ne sais pas si tous écrivent, mais... Il existe donc des ouvriers intellectuels. Il y a dans les usines ou soumis à l'exploitation des services des hommes, des femmes ayant fait des études supérieures. Grande découverte pour Bunel. Qu'il jette un œil aux immigrés, syriens ou chinois, nord-africains ou sud-américains, avec des doctorats, des études supérieures, ils se retrouvent à trimer dans les hôtels, les usines. Et puis il y a ceux et celles qui, diplômés dans les filières, ne veulent pas le marché, ils sont jetés dans les usines. Qu'on se comprenne ici. Il ne sera pas question de revenir sur l'exploitation des ouvriers, parce qu'ici, comprenez, on est dans la fraternité. On a une fraternité pour celles et ceux qui triment. Pas de la solidarité. Tous les camarades qui étaient autour de moi, qui étaient tous des Brésiliens, et je me disais, eux, ils resteront là-dedans tout le temps. Et depuis cette époque-là, j'ai une fraternité très importante pour les gens qui sont à l'usine et qui ne peuvent pas en sortir. Alors c'est un livre de fraternité que vous avez écrit, Joseph. On a une fraternité pour celles et ceux qui triment. Pas de la solidarité. Et quand on évoque la domination dans et par la langue exercée par le capitalisme et l'État, le management qui vise à réduire les coûts, augmenter les cadences, rogner, ronger les corps et imposer son vocabulaire, ce n'est pas le capitalisme qui est en cause. Le politiquement correct. Spectaculaire renversement. Et ici aussi, pas question de mettre en cause ni les patrons, ni l'organisation sociale dans et par le travail. Ouais, l'hommage, parce que, par parenthèse, vous leur rendez un hommage fabuleux. Mais bien sûr. Ça n'est pas non plus un Mais bien livre sûr. anti-patron, je tiens à le dire. Ça n'est pas un livre qui dénonce, c'est un livre qui raconte. Et quand on parle littérature ouvrière, le point d'orgue, le point le plus important, c'est quoi? Les vies brisées, les existences gâchées, les suicides? On est sur le point, pardonnez-moi, mais on est sur le point important, on est sur le point d'orgue, comme on dit. Hein. On tient grâce à des souvenirs, c'est pas des souvenirs d'enfance, c'est pas des souvenirs d'adolescence, c'est des souvenirs de littérature. Quel rôle peut jouer la littérature à l'usine? On nous vend très souvent une séparation entre le monde manuel et le monde intellectuel. Le monde intellectuel, une espèce de dissociation totale entre le fait d'apprendre, de se souvenir, le par cœur, la poésie. La poésie par cœur, restauration littéraire. Et ça va avec les références littéraires qui sont égrenées tout au long de ces 20 minutes, bourgeoises, canonisées, passées désormais par le formatage de la culture institutionnelle et de l'entreprise culture. Références devenues acceptables. Il y a Apollinaire, Sandrard et Peggy. Et voici que l'écrivain passé par l'usine nous raconte une petite parabole de Peggy. Peggy fait le chemin de Paris à Chartres
et il croise un travailleur affairé à casser des cailloux. Et il lui dit bah, qu'est-ce que tu fais? Et le mec il fait bah, je casse des cailloux, un boulot de merde, j'ai plus d'eau, un truc de chien, ça devrait pas être permis. Il continue, le Peggy, il voit un deuxième travailleur affairé à casser tout autant de cailloux. Et il dit qu'est-ce que vous faites? Et le deuxième travailleur lui dit bah, je casse des cailloux, c'est mon travail, je nourris ma famille, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Et des kilomètres plus loin, il croise un troisième travailleur qui fait le même travail de casser des cailloux. Et il lui dit bah, qu'est-ce que tu fais? Et le troisième travailleur lui dit bah, visage radieux, grand sourire, je construis une cathédrale. Voilà. Tout est dans la manière dont on voit, dont on pense les choses. Ça doit vous rassurer. Le système est sauvé, l'organisation sociale marchande est sauvée, comprenez. Ce ne sont pas les travaux qui posent problème, mais l'état d'esprit de l'ouvrier. Comme chez Sand, il n'a pas senti sa douleur. Il n'a pas compris pourquoi il est exploité. Retour au 19e, avec cette fois-ci un autre écrivain ouvrier, Constant Hilbé. On en a parlé rapidement la dernière fois, il est écrivain, poète et tailleur. Dans certains de ses livres, Vénalité des journaux, Réponse à mes critiques, on y voit la confrontation d'un ouvrier avec le champ littéraire. Un ouvrier qui écrit sa condition de tailleur, sa résistance au travail, la manière dont il essaye d'éviter l'exploitation, d'atténuer l'exploitation. Comme dans cet extrait, où il répond à un de ses détracteurs, qui l'accuse de mal faire son travail de tailleur et de ne rêver qu'à la gloire littéraire. Que ceux qui veulent des habits bien piqués, bien tournés, s'en fassent eux-mêmes, si bon leur semble. Pour moi, je tiens à m'abrutir le moins possible. Pour ces questions de résistance au travail, d'anti-travail, qui ne sont pas la même chose, je vous renvoie à cette excellente émission de Sortir du capitalisme avec Bruno Ostarian. Revenons à Hilbé. Revenons à cet ouvrier qui ne dispose pas des codes du champ littéraire, ayant intériorisé la représentation de l'ouvrier que se fait ce même champ. Il parle de justice, d'homme juste, dans un monde où la valeur est construite, toute valeur littéraire est construite, et c'est bien le paradoxe d'Hilbé. Il ne cesse de montrer à travers ses livres la manière dont le champ littéraire est fait, avec l'hégémonie des journaux et des journalistes, tout en invoquant une justice. En parlant encore de talent, il décrit ce champ littéraire où la valeur est essentiellement extrinsèque. Elle vient du dehors, des discours que l'on tient sur tel ou tel livre, sur tel ou tel écrivain. Les amitiés, les alliances, les achats, les cadeaux. Ces deux livres d'Hilbé, Vénalité des journaux et Réponse à mes critiques, sont fascinants pour ça, et pour bien d'autres choses. Comme par exemple, la réponse d'Hugo à l'une de ses lettres. Hugo, considéré aujourd'hui comme une sorte de radical de gauche, considéré comme une personnalité défendant les classes opprimées, on découvre un autre Hugo, là. Vrai Hugo. J'ai lu, monsieur, votre remarquable volume. Il y a dans vos beaux vers plus que de beaux vers. Il y a une âme forte, un cœur élevé, un esprit noble et robuste. Dans votre livre, il y a un avenir. Continuez. Soyez toujours ce que vous êtes, poète et ouvrier. C'est-à-dire penseur et travailleur. Un esprit noble et robuste. La noblesse du travailleur, de l'ouvrier, de l'exploité. On la connaît, cette mythologie. Et puis cet adjectif tout à fait étrange, robuste, ça veut dire quoi, robuste? Et puis ce conseil, restez ouvrier et poète. Ne bougez pas de votre condition, restez à votre place, restez ouvrier. Agrémentez ça un peu de poète. Mais bon, Hilbé, pour notre plus grand bonheur, il manque pas de répartie. Parbleu, dis-je, voilà d'excellents conseils qui m'arrivent. J'ai de bonnes raisons pour rester ouvrier. Et les 3 sous que vient de me coûter cette lettre me feront travailler ce soir 1 heure de plus. D'ailleurs, dire à un malheureux qui use à travailler sa jeunesse et sa vie, rester ouvrier, est une atroce ironie. C'est comme si, quand on voit un homme qui se noie, on lui criait « Mon bon ami, restez dans l'eau ».
Et le Hugo, il n'en était pas sa première. Il avait déjà donné le même conseil, si on peut dire, à Savinien Lapointe. Ce même Hugo qui, en 1846, va faire partie d'un jury récompensant la moralité des travailleurs. Pas de changement aujourd'hui. Livreurs, livreuses à vélo, prostituées, sans papier, abandonnés. Tous et toutes abandonnés. Qu'il et elle se débrouillent. Pas de changement ou presque. C'est juste que là, on a des vers grossissants. Plus visibles, mieux visibles. Le travail, c'est la mort.